Dans la première vidéo de cette série sur les tests, j'ai introduit les tests double comme étant des éléments qui servent à simuler les dépendances lors d'un test, mais sans trop rentrer dans les détails. Maintenant que nous connaissons l'utilité des tests, la pyramide des tests, et comment sont structurés les tests, nous allons dans cette dernière partie nous focaliser sur les tests double. Nous verrons donc les différents types de tests double qui existent, leurs particularités, et quand utiliser l'un ou l'autre en fonction du besoin. Nous avons vu dans la première vidéo de cette série que lorsqu'on écrit un programme dans la pratique, nous dépendons de facteurs externes, à savoir un module qui nous permet de réaliser la validation des données utilisateurs, une base de données, la connexion à une base de données, etc. Alors qu'il est recommandé, lorsqu'on écrit des tests unitaires, de les réaliser de façon isolée. Et que pour cela, on utilise ce qu'on appelle des tests double pour simuler ces dépendances qu'on peut en voir en production. Nous avons également vu qu'il existe différents types de tests double, à savoir les dummies, les spies, les stubs, les fakes et les mocks. Nous allons donc passer en revue ces différents types de tests double, en allant cette fois-ci plus en détail sur la particularité de chacun. Nous allons donc commencer par les dummies. Les dummies au pluriel et dummy au singulier servent simplement de placeholder sans intérêt particulier pour le test que nous sommes en train de réaliser. Comme exemple, lorsque nous avons une fonction comme la fonction qui est ici, qui accepte deux paramètres, A et B, et dont l'un des paramètres n'est pas important pour le test que nous sommes en train de réaliser, on peut simplement mettre la valeur du paramètre qui n'est pas nécessaire pour notre test à nul. Et cela juste pour faire passer l'exécution de la fonction, ou pour rendre l'exécution de la fonction possible. Donc dans notre cas ici, nous avons la fonction Toto qui prend deux paramètres A et B, en supposant que notre test, ou le but de notre test, c'est de tester une fonctionnalité qui est liée au second paramètre B que nous avons ici. Donc on peut créer un dummy et le passer en paramètre à la fonction ici, juste pour que l'exécution soit possible, vu que la fonction requiert deux paramètres. Donc on peut passer une valeur nulle dans ce cas, juste pour que le compilateur ou lors de la phase d'exécution n'ayant pas d'erreur due au nombre de paramètres. Donc on peut dire dans ce cas que la valeur que nous passons ici est un dummy, juste pour pouvoir exécuter notre test de la fonctionnalité Toto. Donc ils servent juste de placeholder pour faire passer un test sans intérêt particulier pour le test que nous sommes en train de réaliser. Le deuxième type de test double que nous avons sont les spies. Spies au pluriel et spy au singulier. Donc il s'agit de traceurs, c'est-à-dire des espions, comme leur nom l'indique, qui permettent de vérifier qu'une fonction est appelée ou non, combien de fois cette fonction est appelée lors du test, avec combien de paramètres, et avec quels paramètres, etc. Donc ils permettent de suivre lors de la phase de test une fonction ou une méthode, de faire des vérifications sans modifier le code existant. Donc pour voir à quoi cela ressemble dans la pratique, donc nous avons ici un petit code qui se base sur l'utilisation de Sinon, qui est une librairie JavaScript permettant de mettre en place des tests double. Donc on crée d'abord le spy, on l'attache à une fonction ou à une méthode donnée pour pouvoir écouter ou suivre l'évolution de l'appel de cette méthode. Donc après on peut utiliser le spy et faire des vérifications spécifiques dessus pour savoir par exemple ici qu'il a été le spy a été appelé une fois, qu'il a été appelé par exemple avec des paramètres spécifiques, etc. Donc on peut tester le nombre de fois que la fonction a été appelée, avec quels paramètres, etc. Donc c'est le but des spies. Le troisième type de test double qu'on rencontre souvent dans la pratique sont les stubs. Donc il s'agit de fonctions utilisées pour remplacer des méthodes ou des fonctions existantes et qui retournent des valeurs préprogrammées. Donc nous avons également ici un exemple se basant sur l'utilisation de la librairie Sinon, encore une fois. Donc on crée ici un stub. Donc comme pour le spy, on branche le stub, on l'utilise pour remplacer une méthode existante sur un objet donné. Donc on lui passe un paramètre ici, le nom de l'objet en question, et le nom, on lui passe la référence de l'objet en question et la méthode qu'on souhaite doubler. Donc ça veut dire que la vraie méthode qui est nommée méthode au niveau de l'objet dont la référence est object ici
sera remplacée par un stub. Et c'est là, ici, qu'on contrôle, c'est ici plutôt qu'on contrôle les valeurs qui seront retournées lors de l'appel du double que nous avons mis en place, la doublure que nous avons mis en place. Donc à l'avenir, dans le code ou lors du test, lorsqu'on va faire appel à object.method, cela va retourner cette valeur. Donc les stubs permettent de remplacer des méthodes existantes par des méthodes qui retournent des valeurs préprogrammées. Donc à quoi cela ressemble dans la pratique? Donc si nous prenons un exemple de code ici, donc j'ai un service dont l'objectif est encore une fois d'expliquer l'utilisation des tests double. Donc nous avons un service ici qui a comme dépendance un repository. Donc il s'agit d'un exemple de les repositories que nous avons ici. Donc ça veut dire que depuis ce service, lorsque ce service qui permet la gestion des utilisateurs, lorsque nous faisons appel à getUser est au niveau de ce service, cela fait derrière appel au repository que nous l'avons à passer lors de sa création. Donc il s'agit d'une dépendance ici. Donc dans la réalité, la dépendance fait appel derrière à un service ou se connecte à une base de données pour pouvoir nous retourner cette liste. Donc lors de la phase de test, vu que nous dépendons de ceci, en phase de test, vu que nous réalisons un test unitaire, la base de données ne sera pas présente en ce moment. Nous n'avons pas la partie de connexion à une base de données qui sera fonctionnelle. Donc l'impact de cela, c'est que lorsque nous allons vouloir faire appel au getUser, cela va faire appel à la méthode getUserList du repository. Et vu que nous ne sommes pas en phase de production, donc le code en question, qui est un vrai code, va échouer parce que c'est un code qui fait appel à une vraie connexion, à une vraie base de données pour retourner des résultats. Donc ce qu'on peut faire dans ce cas, c'est de retourner ici, de stubber ou de créer un double de cette méthode getUserList, de sorte que lorsque le getUser est appelé, qu'en réalité qu'on retourne une valeur qui ne sera juste utilisée pour le test. Donc cela nous permet, lors de la phase de test, que l'appel de getUser fait quand même appel à cette méthode et qu'en production, que cela fera vraiment appel à cette méthode getUserList. Donc si on regarde un peu le test qui a été mis en place ici, déjà le service, on voit que le service a une dépendance. Il s'agit ici d'un factory qui crée le service en utilisant cette dépendance. Donc c'est la dépendance qui dispose des méthodes qui sont rappelées. Donc si on regarde au niveau des tests ici, un test qui teste le service, donc au lieu de faire appel au vrai service ici, d'abord on fait appel à la méthode, et si on regarde notre user repo ici, en faisant abstraction du mock qui est écrit ici, donc il s'agit d'une particularité du module de test de Node dans ce cas, qui utilise mock de façon générique pour identifier les stubs et les spikes. Donc du coup ici, en réalité, on crée ici un stub. Donc ce qu'on fait, au niveau de la dépendance qui est passée à notre service lors de sa création, on remplace la méthode getUserById dans ce cas par une autre méthode dont nous contrôlons la valeur retournée ici. Donc en procédant ici, on dit que nous voulons créer un stub de user repo qui va nous permettre de remplacer sa méthode getUserById. Donc le résultat issu de cela, c'est que le user repo, sa méthode getById ici sera remplacé par le stub que nous avons créé. Et nous indiquons avec notre utilitaire ici que lorsqu'on va faire appel à cette méthode, ce que nous voulons retourner comme valeur, c'est cet objet. Donc c'est pourquoi on dit ici mock implementation. Donc c'est la façon où l'API public mise en place par le module en question. Donc cela permet plus tard, lorsqu'on fait appel à getUser, de plutôt faire appel au stub au lieu de faire appel à la vraie méthode qui va disponible au niveau du repo, qui va provoquer des erreurs vu que nous ne sommes pas en production et que nous n'avons pas une base de données qui est disponible. Donc ce qu'il faut noter ici, c'est que le stub nous retourne une valeur juste pour pouvoir faire passer nos tests et ne pas dépendre de cette dépendance ou de la simuler. Le quatrième type de test double que nous avons sont les mocks.
Et leur particularité, c'est que, au lieu de remplacer simplement des méthodes ou des fonctions existantes, les mocks sont de vrais objets permettant de remplacer des objets existants. Donc nous avons vu tout à l'heure que nous avons remplacé, lorsqu'il fallait remplacer une méthode spécifique d'un objet, on utilisait les stubs. Mais avec les mocks, on remplace tout un objet ou toute la référence d'un objet par un autre objet qui est un double dans ce cas. Donc ce sont des sortes de combinaisons de spies et de stubs, donc qui combinent les deux fonctionnalités en un seul élément. Mais la particularité des mocks, c'est que ils doivent être appelés de la façon dont ils sont préprogrammés pour ne pas produire d'erreur. Donc un mock dans la pratique, avec la même librairie, Sinon, peut se présenter comme ceci. Donc on crée le mock d'un objet spécifique et après on réalise des vérifications, des assertions sur ce mock. Ce qu'il faut noter ici, c'est que dans notre quotidien, par abus de langage, beaucoup de personnes utilisent le terme générique mock pour désigner à la fois des mocks, des spies ou des stubs. Mais il faut faire la différence entre ces différents éléments. Et le dernier type de test double que nous avons sont les fixes, qui sont de vraies implémentations, mais légères ou simples, utilisées pour remplacer des dépendances. Donc on peut dire que les fixes sont un peu l'intermédiaire entre les tests double et les vrais objets, vu qu'il s'agit de vraies implémentations, mais qui permettent quand même de remplacer des dépendances en phase de test. Donc voilà, de façon générale, passer en revue les différents tests double qu'on peut avoir lorsqu'on écrit des tests. Mais dans la pratique, on est souvent confronté, on rencontre souvent dans les codes, plus l'utilisation des spies, des stubs et certaines fois des mocks et rarement l'utilisation des fixes. Donc il y a certaines personnes qui recommandent l'utilisation des fixes lorsque c'est possible au lieu d'utiliser des mocks. Parce que les mocks, la particularité, c'est que si on les utilise pas de la façon dont ils sont préprogrammés pour être utilisés, on a souvent des erreurs qui peuvent casser les tests ou qu'on change des fois un peu le code. Mais pour plus de détails sur le sujet, je vous recommande quand même une vidéo que je mettrai en description de cette vidéo qui parle plus de l'utilisation ou de l'intérêt de l'utilisation des fixes plutôt que l'utilisation des autres types de tests double lorsqu'on écrit des tests. Et pour finir, quel que soit le langage de programmation que vous utilisez, les notions abordées dans cette série vous serviront toujours de base ou de fondamentaux dans la réalisation des tests. Il faut noter que parfois, le framework que vous utilisez peut influencer un peu la façon dont vous écrivez les tests en vous fournissant des éléments ou des modules spécifiques permettant de réaliser le setup de votre environnement de test. Et c'est avec cette vidéo sur les tests double que nous terminons cette série sur les tests qui nous servira de prérequis à l'avenir lorsque je parlerai de tests sur la chaîne. Au cas où vous utilisez le JavaScript comme langage de programmation et que vous souhaitez voir à quoi ressemble tout cela dans la pratique, je vous donne rendez-vous dans l'épisode sur les tests de la série sur l'apprentissage de Node.js, dans laquelle je réaliserai un épisode pour montrer comment réaliser des tests lorsqu'on travaille avec cet environnement d'exécution du JavaScript côté serveur. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau à travers cette série. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et si vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web de façon générale, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne et à activer la notification. Je vous donne rendez-vous chaque jeudi pour de nouvelles vidéos.